D'abord, je tiens d'abord à souhaiter à tous les spectateurs de Golf TV Africa et mes meilleurs vœux, les vœux de santé, de succès. Et remercier aussi le directeur du PDG Golf pour ce qu'il fait pour la jeunesse. Vous savez, laisser des plages horaires sur une chaîne qui est beaucoup plus visible en Afrique et dans le monde entier, c'est la preuve d'un amour pour le pays. C'est du patriotisme. Je sens déjà que, même à travers vos différents communiqués sur Golf, que vous aimez le Bénin, vous aimez l'Afrique. Pour revenir sur le sujet maintenant, c'est vraiment un très bon sujet que l'on a débattu ce soir. Vous savez, au Bénin, malheureusement, nous n'avons pas un sous-sol riche. Nous n'avons pas le pétrole au Bénin, ni l'or, ni qu'on appelle le colbart, ni de phosphate. Le Bénin n'a pas malheureusement un sous-sol très riche. Mais nous avons ce que beaucoup n'ont pas aussi. Nous avons au moins un sol arable, c'est-à-dire un sol facile à cultiver et plus ou moins 2 saisons. Quand nous prenons notre Bénin, nous avons 3 saisons. La saison pluvieuse qui coule le mois de juillet jusqu'à novembre. La saison fraîche qui part de décembre jusqu'en février. La saison chaude ou la grande saison de mars jusqu'à mai. Alors, quelqu'un qui nous suit en ce moment et qui peut-être a compris qu'au Bénin, on n'a pas les richesses naturelles, mais qui veut exploiter le sol, qui veut lancer son projet agricole, peut commencer comment? Déjà, il doit s'intéresser aux conditions agroécologiques du Bénin. Vous savez, il y a une étude qui a été faite au Bénin par l'INRAB et beaucoup d'autres structures, par le MAEP aussi. Ils ont réparti le Bénin par zone agroécologique. C'est-à-dire quoi? Si tu as un projet agricole dans la production de la tomate, les conditions agroécologiques ont révélé que c'est bon pour la zone de Pomancé. Si tu veux faire le piment, c'est bon pour la zone de Malanville. Si tu veux faire l'ananas, c'est bon pour la zone de Zéa, Lada, jusqu'à Sekou là-bas. Si tu veux faire peut-être Laurence à Sapota, ainsi de suite. Donc le Bénin a été réparti par zone agroécologique. Après les études, ils ont vu que tel sol est bon pour tel. Parfait, ils ont vu que tel type de culture est bon pour tel type de sol. Donc déjà, toi qui me sens en ce moment qui veut te lancer dans l'agrobusiness au Bénin, il faut d'abord t'intéresser à ces études-là pour voir ce que tu veux faire en amont, voir le domaine, la zone qui correspond à ça, d'après les études réalisées au Bénin. Et après, maintenant, tu vas commencer par penser maintenant à aller acheter dans le domaine. Un projet de culture de piment, par exemple, c'est bon de le faire à Malanville, parce que le sol est vraiment favorable à ça. Et tu as envie d'acheter un domaine à Malanville. Nous avons une réalité au Bénin qui n'est pas négligée, c'est que c'est les problèmes de terrain. C'est-à-dire, les gens viennent acheter le domaine et après quelques mois, ont des problèmes de litige. Donc, je te conseille de vraiment vérifier le domaine que tu as acheté et de tout faire pour sécuriser le domaine. Il faut aller voir ce qu'il faut voir à l'ANDF, tout ça là, pour sécuriser. Pourquoi pas directement voir un notaire? Si tu as les moyens, va directement voir un notaire et là, tu vas sécuriser ton domaine que tu vas acheter. Parce que ça ne sert à rien de ne commencer pas à produire sur un domaine et qu'après 6 mois, 3 mois, on te dit, mais monsieur, dégagez, ce n'est pas pour vous. Ça a créé beaucoup de problèmes en agriculture au Bénin. Donc, je crois qu'il faut sécuriser le domaine. L'autre chose à faire, c'est que si tu vas acheter un domaine, un terrain qui est déjà à plus de 20 km de la grande voie, c'est dangereux. Vous savez, dans le choix du site, je conseille aux gens d'acheter des domaines qui ne sont pas loin de la grande voie. Au plus 10 km de la grande voie. Parce que quand tu es dans un domaine, dans une ferme où les gens pour avoir cette ferme là, doivent peut-être changer 3 fois le pneu, doivent peut-être s'enfoncer sur la voie. Quand tu vas produire pour la récolte, personne ne viendra récolter, personne ne viendra acheter chez toi. Donc, vous voulez voir, la plupart des gens qui s'installent au Bénin, les Indiens, les Français et autres là, quand ils s'installent, vous voulez voir que leur ferme là, d'après les choses qu'ils font d'abord, ils tracent la voie jusqu'à aller sur la ferme. Parce que l'accès facile sur la ferme vraiment est indispensable pour son projet agricole. Donc, du coup, parfait, il faut avant cesser la voie, voir comment il faut aider les gens. Donc, après ça, il faut que la zone que vous voulez acheter, il faut éviter les sols avec des pentes. Il faut éviter les domaines avec des fortes pentes. Il faut acheter les domaines où il y a assez de trucs, c'est bien nivelé. Parce que quand c'est avec assez de pentes, pour lors de la mécanisation agricole, vous dépensez beaucoup en carburation. Et les dents des tracteurs aussi rapidement s'affaissent. Aujourd'hui au Bénin, pour pouvoir déterrer ou bien dessoucher un domaine d'1 hectare, il faut prévoir 2 bidons de gasoil. Voyez-vous. Or, si quand les gens viennent chez votre terre et voient que votre terre vraiment c'est rampante, c'est pas bien plat, c'est vraiment dégradé, voyez-vous, ça va beaucoup d'argent. Et malheureusement aussi, quand il va pleuvoir dans la zone, votre domaine sera le site où l'eau va revenir se recueillir. Donc, il faut veiller à ça. Je vous conseille d'acheter votre domaine en saison pluvieuse pour au moins voir la nature, le comportement du sol en cette période-là. Une fois le domaine acheté, il faut veiller à sécuriser le domaine. Après ça, il faut aussi vérifier s'il y a une source d'eau. Si vous avez la chance d'avoir dans votre environnement un bas-fond ou bien lac ou bien une rivière, ça, il y a une panneau au Bénin, il n'y a pas encore une convention qui interdit les gens d'exploiter les rivières. Dans d'autres pays, même si tu as passé au bord d'un bas-fond, avant de l'exploiter, tu dois forcément avoir un contrat qui te demande le droit d'exploiter le bas-fond. Parce que le bas-fond, c'est le domaine public. Au Bénin, ce n'est pas encore le cas. Donc, les gens qui sont au bord d'un bas-fond, d'un lac, d'une rivière, en profitent, ils installent les motopompes dedans directement, ils amènent l'eau. Donc, l'élément clé à maîtriser dans le choix du site, c'est quoi? D'abord, il faut sécuriser le domaine. Il faut veiller à ce que le domaine soit bien plat. Il faut surtout aussi avoir une source d'eau.
Parce que ça ne sert à rien de vouloir lancer un projet agricole, que ce soit l'élevage, que ce soit la production végétale, la production animale, et de ne pas avoir un source d'eau sur le site. C'est la première des choses à faire. Et si tu as la chance d'avoir un domaine qui est proche du bas-fond, tant mieux. L'autre élément qui est aussi capital dans la réussite du projet agricole, c'est quoi? Après le choix du site, c'est le choix du produit. Vous savez, les gens, parce qu'ils sont amoureux d'agriculture, ils vont sur les réseaux, ils vont sur Internet, et parce qu'ils ont vu des vidéos en Europe ou là, ils sont emportés par ce projet et du coup, ils veulent réaliser ce projet à coup sûr au Bénin. C'est bien, c'est innovant. Mais malheureusement, n'ayant pas les aspects clés du projet, ils vont mettre leur économie dans ces projets, après ils n'ont rien comme résultat. Ça va dire quoi? Si tu es sûr, tu as déjà trouvé, tu as déjà fait une étude, tu as vu que tel domaine est bon pour moi, tu l'as acheté, il faut faire ce qu'on appelle le choix du produit. Qu'est-ce qu'il faut produire sur ce domaine-là? Là, tu as deux choses à faire, l'étude du marché et l'étude environnementale. Qu'est-ce qu'on appelle l'étude du marché? Tu vas te renseigner auprès des gens autour de toi. Toi-même, quel est ton besoin en production maraîchère? Quel est ton besoin en tomates par mois? Quel est ton besoin en piment par mois? Quel est ton besoin en oignons, en laitue, etc. Et tu vas essayer d'évaluer le besoin en tomates, le besoin en piment, le besoin dans toutes les situations agricoles de ta localité. Et peut-être que tu vas voir, dans mon quartier, les gens ont besoin de 6 tonnes de tomates. Et après ça, tu vas maintenant aller vers les ménages. Faire une enquête auprès des ménages. Quel est leur fréquent d'achat aussi. Après les ménages, tu iras vers les bonnes dames qui vont dans le quartier. Maman, où est-ce que vous achetez vos tomates? Ah, non, sur un tel endroit. Hein. Tu vois un peu la distance. Maman, si on doit vous l'acheter, oui. Vous avez quelle variété même? Et en faisant l'étude du marché, tu vas voir vraiment, dans la telle période, les gens veulent tel type de tomates. Et ils sont prêts à l'acheter à tel prix. Comme ça, tu es sûr d'avoir un bon projet, tu es sûr de pouvoir réussir ton projet. Et une fois ceci fini maintenant là, tu vas vers les fast-food, les restaurants, les maquis, rencontrer les chefs cuisiniers, leur demander leurs besoins en consommation. Et si possible, aller même jusqu'à signer un accord verbal et même un accord réel avec eux pour dire, ah, moi, nous jeunes, nous sommes prêts à vous livrer les tomates 5 tonnes, 2 tonnes, 2 kg, 10 kg par semaine. Et vous signez un accord parfait avec eux. C'est après tout ceci maintenant que vous allez dire, attention, pour mon don que j'ai acheté à tel endroit, je veux vraiment produire la tomate, je veux vraiment produire telle chose. Et quand vous finissez ces analyses, vous allez encore sur la partie, sur le domaine. C'est ça qu'on appelle l'étude environnementale. Vous allez voir le chef village, le chef quartier. Et vous allez peut-être, avant de partir à ces endroits, il faut acheter peut-être un liqueur ou bien un vin. Juste, nous sommes en Afrique, hein, nous savons la valeur d'un homme en Afrique. Donc quand quelqu'un vient rendre visite, on vient souvent avec des présents. Donc vous donnez peut-être un petit liqueur. C'est facultatif. C'est facultatif, hein, vous donnez un petit liqueur au chef village. Comme ça, il est sûr, il va vous donner, ah monsieur, je suis Franck Aoussien, je veux produire la tomate dans votre localité, c'est moi qui ai acheté le domaine qui est à côté de vous. Comme ça, tu vas avoir des informations, des conseils de sa part. Ah, dans la zone ici, vraiment, ça ne marche pas bien. Hein. C'est vrai, les gens ont dit qu'il y a une étude, hein, qu'on peut faire la tomate ici, mais quand on l'a essayé, ça va marcher. Ah. Et quand tu es bien avec lui, il va même demander à son frère ou bien à son fils d'aller chercher un produit dans la zone. Donc, un producteur va venir. Ils vont venir avec une vieille moto des années 50. Il vient, gars, il dit, ah, voilà, monsieur, tel monsieur veut installer tel projet dans tel domaine. Et le monsieur, quand tu lui donnes encore un cadeau, il va te dire beaucoup de choses. Comme ça, tu feras l'année SWOT. Tu vas évaluer les forces, les faiblesses de la localité. Est-ce que tu veux comme projet à l'intention de projet que tu as dans ta tête, produire la tomate dans la zone là, est-ce que c'est faisable? En les écoutant, tu vois que peut-être que dans la zone là, c'est le manioc qui marche. Peut-être dans la zone, c'est le maïs qui marche. Tu vas dire, et pas à tes projets. Moi, j'ai envie de produire la tomate. Est-ce que c'est possible que ça marche dans votre zone ici? Ah, ça ne marche pas. Parce que quand on le fait, on n'a pas l'eau. Toi, tu peux le faire en faisant l'irrigation goutte à goutte. Quand on le fait, on n'attaque pas les insectes. Toi, tu peux le faire en faisant un essai. Donc, c'est l'étude environnementale qui doit nous orienter sur l'aspect, le modèle, le prototype du projet installé. Les gens ne font pas ces choses-là, ils se lancent et après, quelques temps, échouent. L'affaire de l'agriculture, on doit avoir les spécialistes. Vous devez venir avec les spécialistes, nous voir, nous allons nous aider à aller au projet. Ça vous aidera beaucoup. Après le choix du site, le choix de la produit, on va maintenant sur le choix des ressources humaines. Vous savez, actuellement, on est invité pour le Bénin. La plupart des gens qui veulent se lancer dans l'agriculture au Bénin, quand ils viennent avec l'argent, des fois même ils élaborent leur projet, ils installent leur modèle économique, mais ils ont un problème de la main-d'œuvre. 3 jeunes sur 5 au Bénin ne sont plus prêts à aller vers la terre. La ressource humaine, c'est un problème, c'est un enjeu crucial. D'abord, c'est l'objet de ma thèse. Je travaille sur l'agro-business, je travaille sur l'entrepreneuriat agricole. Et j'ai constaté qu'au Bénin, vous savez, quand on prend même un projet agricole, on a besoin de 5 acteurs. D'un ouvrier agricole, d'un technicien agricole, d'un machiniste, d'un ingénieur agronome et des chefs de projet. C'est-à-dire quelqu'un qui est là pour gérer avec vous l'effectif. Pour un hectare, vous avez besoin de 2 ouvriers et un technicien agricole. Ça veut dire quoi? Les gens viennent s'installer au Bénin et ils vont s'installer, ils vont investir beaucoup d'argent. Ils prennent des parentés, des cousins, cousines et après 2 mois, 3 mois, le monsieur pense que celui-là qui est venu créer sa ferme, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent, qui ne sait pas quoi faire avec l'argent, c'est pour ça qu'il vient essayer la ferme. Or, lui, il est venu dans une intention d'aider la communauté, d'aider le pays et de réduire au moins notre dépendance alimentaire.
Donc le monsieur qui n'est pas motivé, n'est pas coaché, donc du coup, il ne va pas travailler comme cela se doit. Pendant l'autre, la première salaire de 40 000 francs le mois. Pour lui, c'est que moi, je ne fous rien ici. Il va trouver l'argent là-bas, il va dans mes pays. Donc il n'y a pas de motivation. J'ai vu qu'il y a 3 choses qui font que les jeunes fuient les travaux champêtres. Un, les jeunes ne sont pas prêts à quitter leur zone de confort. Beaucoup pensent que la vie, c'est en ville. Et on veut rester en ville parce qu'on peut rester en ville et avoir 20 francs par jour. On peut rester en ville et être peut-être un conducteur de séminaire. On peut rester en ville et être peut-être un gardien, un portier, un vigile. Et les gens ne sont pas prêts à quitter leur zone de confort. Deuxième chose, les gens se disent qu'ils sont tellement intellectuels. Oh, c'est une erreur. La plupart des pays développés, c'est les fermiers, les agriculteurs qui sont vraiment riches. En 1945, la France comptait 6,3 millions d'agriculteurs. En 2019, d'après le salon de l'agriculture organisé à Paris, la France ne compte que 448 000 agriculteurs. Oui, ça a baissé. Malgré ça, une minorité arrive à nourrir la grande Europe et à exporter encore en Asie, en Afrique. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin forcément que tout le monde soit agriculteur. Mais on peut avoir des gens qui sont en agriculture, mais qui vont faire l'agriculture de business. Ce que nous faisons actuellement au Bénin, c'est l'agriculture de loisir. Il faut oser le dire. C'est que on peut être une minorité. On peut être 2-3 personnes, on peut être peut-être 10 personnes et embraver des États. Vous savez, moi, je suis allé au Cameroun, j'ai roulé dans une plantation de canne à sucre au Cameroun appartenant aux Chinois à 50 km par heure. Imaginez ce que je dis, c'est tout un village où les camions se sont installés, et les Chinois se sont installés au Cameroun, et une minorité, à peine 2-3 personnes, embrave assez le domaine. Mais au Bénin, déjà, quand les gens veulent faire l'agriculture, c'est 2 États, 3 États, 4 États. Mais les gens viennent, même les Indiens qui sont entrés dans le pays, c'est 120 États au minimum. Ils sont à Zobodomé, ils sont à Savè, ils sont un peu partout. Qu'on appelle encore les Chinois. Ils sont pleins d'itinéraires dans le pays en train de travailler. Et on voit que nous, Béninois, à peine nous avons 5 États, mais pendant que les gens viennent, ils embravent eux-mêmes d'un coup plus de 200 États. Ça dit quoi? Nous ne faisons pas l'agriculture de business. Nous faisons l'agriculture encore de subsistance. Faire quelque chose de non. Si nous voulons faire l'agriculture, on n'a pas besoin que toute la population béninoise soit dans l'agriculture. On peut être une minorité et embraver beaucoup de domaines et nous le Bénin exporter même. Donc je voudrais que ce matin, que ceux qui me suivent en ce moment puissent faire un véritable choix en l'agriculture de loisir, l'agriculture de business. Parce que si l'Europe aujourd'hui ne compte plus assez d'agriculteurs et malgré ça, ils arrivent à produire, à nourrir, ça veut dire que nous pouvons nous mettre dans l'agriculture au Bénin et réussir notre vie. Imaginez en Afrique, nous avons 70% de la population africaine qui sont dans l'agriculture. Au Bénin, on dirait que l'activité phare au Bénin, c'est l'agriculture. L'agriculture contribue au Bénin à 32,7% du PIB national après la prestation. On pense que notre pays est un pays agricole. C'est très faux. Je vous le dis sur votre chaîne ce matin. Le Bénin n'est pas un pays agricole. Le Bénin est un pays de prestation. Quand nous prenons notre économie, notre PIB, c'est dominé à près de 63% par la prestation. Nous desservons le Mali, les pays d'Interland, grâce à notre propre économie, nous faisons des prestations au Bénin. On n'a pas assez d'entreprises de production au Bénin. Et regardez même, Cotonou seul compte près de 7200 églises. Nous avons plus d'églises que d'entreprises de production. Nous avons plus d'églises que d'entreprises commerciales. Ça veut dire quoi? Nous ne produisons pas assez au Bénin. Donc nous ne pouvons pas avoir une forte valeur ajoutée. Nous ne pouvons pas avoir vraiment un excédent d'exportation. Nous ne pouvons pas avoir un excédent de commercial. C'est que nous sommes un pays vraiment très pauvre. Parce que le jour où nous allons comprendre qu'on ne commence pas à produire pour nous-mêmes, qu'on ne commence pas à exporter, nous allons avoir de la valeur ajoutée et donc on va vraiment grandir. Donc toi qui me sens sûrement qui veut lancer ton projet agricole, c'est bien, mais je te conseille de faire l'agriculture business. Quand on laisse le choix du site, on laisse peut-être le choix du produit, le choix des ressources humaines. Il faut la ressource humaine. Déjà, au Bénin, quand tu as un produit, un État, deux ouvriers agricoles, un technicien, comment est-ce qu'il faut payer les gens? Parce que c'est un problème. Donc, la chose que je vais trouver pour que je propose aux gens qui viennent à mon niveau, à mon cabinet pour les consultations, quand vous voulez lancer votre projet pour résoudre le problème de ressources humaines, qu'est-ce que je fais? Vous allez faire un contrat de travail en bonne due forme avec l'ouvrier agricole. Vous le déclarez à la caisse de sécurité sociale. Parce que les gens ne veulent pas déclarer les gens. Les gens prennent des gens comme des jobbers. Et comme il n'y a pas un contrat qui vous lie avec le monsieur, il dit, mais moi, je n'ai pas une assurance ici avec vous. Donc, à tout moment, quand il trouve mieux, il va partir. Donc, déjà, pour commencer à mettre fin à ces problèmes dans l'agriculture, je conseille disons que aux agripreneurs, qu'est-ce que j'appelle agripreneurs? Tous ceux qui veulent entrer en agriculture, qu'il faudrait que vous déjà, il faut lui avoir un contrat de travail. Et quand le monsieur est là, il sait que, attention, je suis lié à ce monsieur par un contrat de travail. Je suis déclaré. Je dois travailler pour lui 40 heures par semaine. Et comme ça, il a un cas de charge. Il sait que, attention, je me lève le matin à 7 heures, je ne vais pas travailler à 8 heures, je prends une pause à telle heure, je commence à telle heure. Par exemple, pour moi, quand les gens qui me viennent me voir, je dis, dans les fermes, les ouvriers doivent se réveiller à 7 heures. Déjà, à 7 heures, à 7h30, il fait ses propres besoins. Il se met au propre, tout ça là. De 7h30 jusqu'à 11h, il travaille pour l'agripreneur, le promoteur de la ferme.
Et déjà, il prend une pause de 11h30 jusqu'à 14h30. Il reprend à 15h pour finir à 18h, du lundi au samedi. Voyez-vous déjà, là, on sait qu'il a un cas de charge bien défini, on sait qui fait quoi, qui fait quoi. Et puis encore, j'ai parlé d'un acteur parmi les gens qui seront utilisés dans les fermes. J'ai parlé de chef projet. Vous devez associer à votre projet agricole un chef projet. Quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'agrobusiness, quelqu'un qui n'a pas forcément fait l'agronomie, quelqu'un qui a fait les gestions de projet, un financier. Lui, il est là, il vous représente. C'est-à-dire, il va vous aider à mieux gérer le personnel. Lui, il est là et tous les jours, à 18h, on dépose un rapport auprès de ce monsieur. Ah, moi, voilà ce que j'ai fait. Moi, Franck, je suis ouvrier agricole, voilà ce que j'ai fait dans la journée. Il dépose son rapport. Et à la fin du mois, c'est en fonction des rapports déposés qu'on va payer la personne. Quand il y aura ces outils de motivation-là, ces outils de pression-là, je crois que les ouvriers vont travailler pour l'évolution des projets agricoles. Vous allez voir, la plupart de ceux qui appliquent ce que je dis commencent à comprendre que derrière les gens, le béninois, l'être humain laissé à lui un échec. S'ils laissent l'être humain lui-même comme ça à lui-même, c'est un échec. Donc il faut le cadrer, il faut l'orienter pour avoir de lui ce que nous voulons. Alors quand nous laissons tout ceci, le machiniste est là pourquoi? Quand vous avez la chance aujourd'hui, il a fait la promotion des machines Johnson, des machines des États-Unis, et ce qui est bien, les machines aussi de l'Inde, il faut des machinistes, donc des gens qui ont appris comment conduire les machines. Ils sont aussi importants à partir de 20 États. À partir de 20 États, je vous conseille au moins d'avoir des machinistes. Si possible, d'avoir au moins sur votre ferme des gens qui vont vous aider pour les projets de... Quand je vois les gens travailler, ça me fait la peine. Ça me fait penser à la France dans les années 50. Voyez-vous, donc nous devons aller vers la modernisation agricole. Aujourd'hui, même si je fais l'agriculture, ça va que je vais faire l'agriculture de business. Donc du coup, je ne vais pas me lancer à la va-vite. Je vais avoir un professionnel, m'asseoir dans un cabinet, avoir les conseils de ce monsieur et commencer par réussir. C'est ça, l'absence de ces processus-là, qui font que beaucoup de gens sont en train de vivre les mésavantages avec l'agriculture. Et je crois qu'il faut qu'on en parle. Alors donc on a parlé des 3 outils déjà. L'autre outil qu'il faut savoir, c'est l'aménagement du site. Les gens, des fois, ils achètent le domaine, ils ne savent pas où est-ce qu'il faut mettre peut-être le forage, et où est-ce qu'il faut mettre peut-être la case des ouvriers, où est-ce qu'il faut faire le magasin où quand on va récolter, on va entreposer. Et je crois que tout ça fait que les gens produisent et après au Bénin n'aient pas jouir des fruits de leur production. Et là, il faut qu'on conseille les gens. Quand vous voulez recevoir un projet agricole, il faut savoir que c'est comme un terrain de football. Vous êtes l'agripreneur, celui qui veut mettre son argent en jeu. Vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui a fait l'agriculture. Ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un qui n'a pas fait l'agriculture peut être agripreneur. Donc, du coup, les gens comme ça, je vous informe, je vous conseille ce soir qu'il faut faire un dessin, un schéma, comme quelqu'un qui est un entraîneur. Vous êtes agripreneur. Dans votre goal en tant que coach, dans votre goal, comme gardien, vous devez avoir un ingénieur. Quelqu'un qui est dans votre goal, c'est un ingénieur. Quelqu'un qui a l'expérience, qui a un bac plus 5 en agriculture, qui a l'expérience, qui est un praticien de l'agriculture, et vous le mettez dans votre goal. Au niveau... Non, pas un technicien agricole. Le technicien, c'est quelqu'un qui a fait peut-être un DEAT ou bien un bac plus 3. Okay. Un ingénieur. Quelqu'un qui a fait un bac plus en agriculture, qui a encore des expériences. Okay. Il le met là. Ça dit quoi? Lui, il est investisseur, mais celui-là, il est son plan personnel. Tout ce qui passe sur sa ferme-là, il doit avoir son mot à dire. Et au niveau de la défense, donc je me souviens très bien. Nous avons le foot en Afrique, donc je voulais prendre pas un schéma de foot pour expliquer la chose. Donc l'agripreneur est là, il met un gardien dans son goal, qui est l'ingénieur, un cabinet d'experts agricoles, qui s'y connaît, qui est bien, qui a des expériences dans le domaine, qui a même montré des preuves de ce qu'il a fait. Et au niveau de la défense, il a quoi? Il a le marché. Il doit avoir la maîtrise du marché. Quand je produis, je vends ça où? Ce qu'est le marché. Après ça, il aura un niveau encore sur le niveau de la défense, il a ce qu'on appelle l'analyse du sol. Est-ce que le sol que j'ai acheté, là, quel est le pH du sol? Est-ce que ce sol-là, qu'est-ce qui peut marcher sur ce sol-là? Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Je peux aujourd'hui faire une analyse du sol et voir le pH du sol et déduire, pour tel sol, il me faut telle explication. Après ça, ce qu'on appelle le marché, l'analyse du sol, il y a ce qu'on appelle les scieurs. Il doit savoir quel scieur venir, quel bois couper, quel bois utiliser. Il y a plein de choses à dire, mes chers amis. Donc après ça, nous avons de l'autre côté la planification. Donc au niveau de la défense, nous avons la planification, les scieurs, l'analyse du sol et le marché. Mais au niveau du milieu de terrain, l'agripreneur a quoi? Comme des gens qui sont sur le terrain. Il a là-bas l'intrant agricole. Parce qu'il faut faire le choix d'un bon intrant agricole. Il faut faire le choix des engrais qu'il faut, le choix des produits qu'il faut. Il doit savoir où est-ce qu'il achète ses intrants agricoles. De l'autre côté, au milieu du terrain, toujours sur la ligne du milieu du terrain, il a quoi? La main d'œuvre. Qui sont ceux qui peuvent travailler avec lui? L'ouvrier agricole, le technicien agricole. Tout cela, c'est là, il faut maintenant placer ces gens-là. Et à côté, autour du milieu du terrain, il a quoi? Il a ce qu'on appelle les personnes techniques. Peut-être que sur la ferme, on a un problème de prendre de l'eau. Il faut des techniciens, des gens bien formés dans le domaine de l'irrigation pour venir nous aider à faire ce travail-là. Donc, il a besoin des compétences techniques qui vont à chaque fois sur la ferme pour donner leur appui technique. Mais au niveau maintenant de l'attaque, quel est son plan? Il mettra au niveau de l'attaque.
il y a aussi la semence, il y a le semis au milieu et le suivi. Vaut mieux ne pas démarrer une campagne agricole que de démarrer une campagne agricole avec une mauvaise semence. Si tu as peut-être 100 hectares et tu veux lancer 100 hectares de production et que tu commences avec une mauvaise semence, tu vas investir dans l'intrant et après, à un mois de la récolte, tu vois que tout est du faux. C'est quoi? Tu as gaspillé de l'énergie, du temps et tu as payé les gens en l'air. Je dis, il vaut mieux ne pas démarrer une campagne agricole que de démarrer une campagne agricole avec une mauvaise semence. Mais pendant ce temps, quels sont les éléments qui peuvent contre-attaquer, qui peuvent empêcher l'agripreneur de réussir sa mission, d'avoir le succès? D'abord, au niveau du camp en veste, dans le camp là-bas, il y a quoi? Là, l'indisponibilité. Le fait qu'il n'a pas le temps. Indisponibilité de l'argent. Tu as investi ton argent, tu n'es pas là pour suivre. Du tout. Les gens vont te faire n'importe quoi. De l'autre côté aussi, au niveau du milieu terrain, en face de toi, tu as quoi? Tu as le vol, les pertes post-récolte, changement climatique. Voilà les facteurs qui découragent l'agripreneur. Parce qu'ils se laissent voler. Les gens disent, ah monsieur, le gasoil est encore terminé, il faut encore mettre l'argent pour acheter le gasoil. Il ne contrôle rien. Il n'a pas un cahier de charge. Il n'a pas même un cahier de comptabilité agricole où on sait qu'est-ce qui sort. C'est Dieu pourquoi. Quand nous devons aller vers l'agriculture de business, les amis. Le Bénin n'a pas un sol qui est riche. Nous n'avons que l'agriculture. Donc je crois que nous devons commencer par l'agro-business aux enfants, à nos jeunes, à nos frères, pour que chacun puisse aller dans l'agriculture, mais dans l'agriculture business. Donc voyez-vous, le côté il a au niveau de l'attaque changement climatique, parce que s'il ne sait pas faire, il va perdre vraiment sa production à cause de la non-maîtrise du climat. Le perd post-récolte aussi, il récolte, mais il ne sait pas comment gérer le temps de récolte jusqu'à aller vers la production. Voyez-vous, tout ça fera qu'il va produire, mais il y en a qui produisent, mais qui ne savent pas vendre. Allez voir les gens commencer. Allez voir les gens à se produire à l'ADA. On pourrit sur le terrain. Pour ça, je salue le président Talon qui nous suit en ce moment. Je dis vraiment merci parce qu'il a sorti un bon projet pour accompagner les producteurs dans ce sens-là à comment transformer le projet. Et la zone agroécologique agroéconomique de Golo-Djibé en est la preuve. Je crois que le président Talon fait beaucoup de choses pour le Bénin. Je crois que grâce encore à son appui, on aura de belles choses pour le pays. Alors, l'autre chose que j'ai dit. L'écoulement des produits à la fin. Parfait. Est-ce que ça pose pas aussi un véritable problème pour les producteurs? C'est ça, j'ai dit que nous devons laisser la de loisir. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon schéma qu'il y a le marché à maîtriser. Je ne vais pas me lancer dans la production sans faire une étude de marché. C'est ça que j'appelle le choix du produit. Si je sais déjà que, moi, Franck, j'ai ma femme, et quand je produis, je ne produis pas tout le temps. Je sais que, j'ai une commande à satisfaire, je vais produire telle chose, je vais couler. Parce que même sur le banc de touche de l'agripreneur, il y a la rotation, il y a la patience, la lecture, la motivation. Quand tu es agripreneur, tu dois être en contact avec ton champ. Savoir les choses, le problème qu'on rencontre dans la ferme quotidiennement, et aller faire des recherches sur Internet, lire beaucoup de livres pour galvaniser, coacher les collaborateurs, pour les amener à ta vision. Je pense à Vinon, oui, il y a des dames qui ont installé des fermes, à Savi par exemple, et qui ont fait le coaching, et ça a marché. Vous savez, parce que la plante aussi, c'est un être vie. Et votre comportement envers elle fera qu'elle va donner un grand retour. Il y en a qui investissent dans l'agriculture sans croire à l'agriculture. Ils y viennent parce que on a dit que ça marche. La terre ne ment pas, mais on ne triche pas avec elle. Donc voilà un peu ces batailles de mesures que nous pouvons poser aux gens. Ceux qui sont intéressés, nous avons organisé une masterclass et je crois que ça le fait à chaque fois. Donc si les gens sont intéressés, on peut les accompagner parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin vraiment des jeunes qui vont concourir en l'agriculture en Afrique parce que nous n'avons pas de soucis au Bénin. Nous pouvons développer notre pays par l'agriculture. Je propose aussi pour demander au président Talon qui peut aussi sauver la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons au Bénin que la jeunesse ne travaille plus au Bénin. Il faut oser le dire. Vous savez, au Bénin, en 1923, on était le numéro 1 mondial en palmier à huile. Numéro 1 mondial en palmier à huile, grâce au Ouagadougou. Mais aujourd'hui, nous sommes numéro 1 mondial en quoi? Comment faire pour allonger les pénis? Comment faire pour faire portefeuille magique, calebasse magique? Il faut oser le dire, mes amis, ce n'est pas des choses à cacher. C'est ça le quotidien des jeunes en Afrique et les jeunes béninois. Or, je crois que c'est la facilité, tout ça là. Donc, nous pouvons trouver des mécanismes pour les ramener encore au travail. Comment? Je crois que le président Talon, son excellent Talon peut peut-être penser à instaurer le prix de l'excellence. Un prix griffé, président Talon, parce qu'il en a promis, lorsqu'il nous rencontrait à l'ENEAM en 2016, en tant que candidat, il a promis d'installer une banque, accompagner les jeunes. Je crois qu'il peut encore le faire. Nous sommes encore à moins de 6 ans de la fin, il peut encore le faire. En faisant quoi simplement? Le président Talon peut essayer d'instaurer peut-être un petit fonds, ou peut-être avec la caisse noire du Bénin, c'est 500 millions, c'est pas n'importe quel moment, instaurer des prix. Peut-être qu'il dit quoi? Vous êtes jeune béninois, vous mettez à 7. Vous allez voir n'importe quel maire du Bénin. Grâce à mon influence, grâce à mon appui, le maire met à votre disposition des domaines. Vous mettrez, ou même pas les maires, même les ATDA, on vous donne des domaines. Vous allez réussir, peu importe votre résultat, vous avez 1 million chez moi à la fin de l'année.
Vous savez, le Béninois aime la facilité. En voulant prendre gratuitement les 1 million que le président Talon propose, les gens vont vouloir se mettre en coopérative rapidement, se mettre en association, 7 personnes, et vont travailler. Mais pendant ce temps, le pouvoir, à travers les mairies, vont leur affecter des coachs agricoles. Et ces coachs vont les coacher jusqu'à ce que les 12 mois, les 11 mois arrivent. Mais durant le coaching, ils vont voir que ils ont réussi. Ah, c'est que quelqu'un qui est venu peut-être voler, qui retrouve encore de l'argent. Il va dire, on nous a promis 1 million, c'est à cause de 1 million qu'on est venu, mais on a été pris au piège. Mais on a vu que vraiment dans l'agriculture, il y avait du beau. Comme ça, il va ramener beaucoup de gens encore à la raison. Et comme ça, les gens voulant prendre le prix vont travailler, vont voir les meilleurs d'agrobusiness. Grâce au coaching, les gens vont grandir et le Bénin va changer ce statut de pays de référence en magie noire, de référence en marabout en ligne, en portefeuille magique, et va devenir un pays émergent où les gens travaillent. Et comme ça, les gens qui passent leur temps, parce qu'ils n'ont rien à faire, passent leur temps à partager des blagues dans des forums, vont laisser ces blagues dans ces forums de côté et vont maintenant prendre ce temps pour aller travailler la terre. Parce que vous voyez, aujourd'hui, un jeune Béninois qui n'a rien à faire, qui se lance dans les portefeuilles magiques, après il va prendre le temps, il y a un wifi qui est là, il va se partager des blagues dans les forums, partager des choses sur les forums, et on critique des choses, des débats inutiles, et sinon ça n'apporte rien au pays. Et pendant ce temps, il finit, il va à l'église encore, va prier. On a tellement d'églises dans le pays, plus d'entreprises.